Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour notre 6e rendez-vous lunaire de cette année 1 que nous avons débuté lors de l'équinoxe du printemps. Nous arrivons aujourd'hui au seuil de l'automne 2017, secoués mais aussi transformés. À vrai dire, nous nous trouvons aujourd'hui à un véritable tournant de nos existences, tournant que j'abordais dans la vidéo de l'année 2017. Depuis le solstice d'été, l'univers nous secoue, nous ballotte, afin de nous nettoyer de ce qui nous emprisonne encore, de tous ces liens subliminaux qui nous empêchent d'avancer. Et vous n'êtes pas seul à vivre ce cycle de nettoyage. Nous sommes tous ensemble au cœur de ce cyclone. C'est dur pour certains, inconfortable pour d'autres, mais sachons qu'il n'y a rien qui ne soit à l'extérieur de nous qui n'existe à l'intérieur. À cette image, la Terre elle-même vit une situation météorologique extrême depuis l'éclipse totale du 21 août dernier. Dans son bulletin d'astrologie mondiale du mois d'août, Patrick Gianni a écrit, je cite, « Selon Ptolémée, l'effet d'une éclipse se déclenche environ 3 mois après le passage du cône d'ombre au-dessus d'un pays. Cela est arrivé à la France, souvenons-nous, avec la fameuse éclipse totale du 11 août 1999. Au mois de décembre 1999, 2 tempêtes avaient fait des ravages dans le nord de la France et dont les trajectoires suivaient exactement celles du cône d'ombre de l'éclipse du siècle. Nous remarquons aujourd'hui que tout s'accélère et s'amplifie. Dans les 2 semaines seulement qui ont suivi l'éclipse du 21 août, notre planète a vu se succéder feux, inondations, cyclones et ouragans d'une puissance jamais vue jusque-là. Tout comme notre Terre, nous vivons cela individuellement. Cette nouvelle lune se déroulera le 20 septembre à 7h30 et à 27 degrés du signe de la Vierge. Une fois encore, elle s'accompagne de l'énergie de la lame 12, représentée dans le tarot par le pendu. Le 12 symbolise l'univers, tant dans sa complexité interne que dans son déroulement cyclique espace-temps. En effet, le nombre 12 est celui des constellations zodiacales, influençant la vie de l'humanité, et dont l'enseignement nous aide à intégrer les matériaux indispensables à notre évolution spirituelle. L'année se divise aussi en 12 mois. Le 12 est donc un nombre essentiel qui marque l'établissement de l'horloge cosmique. En astrologie, il n'existait au début que 6 grands dieux ou énergies divines, les 6 autres étant leur manifestation à un niveau plus tangible. L'être humain doit intégrer les valeurs du signe opposé au sien et unifier leur dualité. Dans le sens de la roue tropicale, le pendu correspond au signe des poissons, dont le pictogramme en représente 2 attachés par un lien et nageant en sens inverse, ce qui implique un retournement, une involution et une évolution, une perpétuelle alternance de mort et de renaissance. L'un des poissons peut représenter l'âme, l'autre la personnalité, chacun tirant dans sa propre direction, mais aussi le passé et le futur, un monde finissant et l'autre commençant, l'incarnation ou la désincarnation. Les poissons régissent le secteur des pieds dans le corps humain. C'est pourquoi ceux du pendu sont particulièrement mis en évidence. Depuis que je baigne dans l'univers de l'astrologie, la tarologie et la taromancie, je suis chaque jour étonnée, émerveillée de percevoir leur analogie et chaque jour, je remercie pour ces messages que l'univers nous transmet. Remarquons maintenant sur notre carte du ciel de cette nouvelle lune que Neptune, dans le signe des poissons, fait face toute seule à toutes nos planètes individuelles, c'est-à-dire les planètes se situant à l'intérieur de l'orbite de la Terre et qui touchent directement à notre individualité, à notre personnalité, à notre psychologie. Face à la nébuleuse Neptune, nous trouvons donc la Lune, représentant notre inconscient, notre réceptivité et notre vie quotidienne, le Soleil correspondant lui à notre centre de vie, puis vient Mercure relatif à notre intellect, notre façon de communiquer et penser, et Vénus, symbole de notre affectivité, notre manière d'aimer.
À cet amas planétaire se rajoute Mars, première planète à l'extérieur de l'orbite de la Terre et qui impacte la relation réciproque entre chaque individu et son environnement. Mars est en parallèle à nos désirs et nos actions. Le fait que toutes nos planètes individuelles soient positionnées à l'Est, c'est-à-dire du côté de l'ascendant, pour la France bien entendu, confirme tout ce qui a été dit depuis le printemps 2017. Que nous pouvons mener notre vie selon ce que nous décidons. Nous avons le choix. Comme au restaurant, nous pouvons choisir à la carte notre menu. Alors je sais que pour nous, cela est encore dur à concevoir, que cela est plus facile d'en parler que de mettre en pratique. Mais pourtant, pour celui qui sait voir, percevoir, tout est déjà là, sous nos yeux. Un exemple. Cette année est sorti un magnifique dessin animé intitulé Vaiana, la légende du bout du monde. Vaiana est l'histoire d'une jeune Polynésienne à la recherche de son identité, un peu comme nous tous à vrai dire. L'histoire de Vaiana a été inspirée d'une légende ancestrale polynésienne, la Una, qui signifie secret. Aujourd'hui, les 7 préceptes de cette tradition accompagnent encore les Polynésiens dans leur vie de tous les jours. Ces 7 préceptes sont les suivants. Le premier est « Le monde est ce que tu penses qu'il est ». Le monde est ce que tu penses qu'il est. Cela signifie que nos pensées ne sont pas séparées du monde, elles le créent. C'est-à-dire que si nous avons des pensées négatives par rapport à nous ou à notre environnement, nous allons nous retrouver avec un environnement hostile et difficile. Si nous avons des pensées d'amour sur nous ou sur les autres, nous allons nous attirer des situations agréables. L'univers est un vaste champ de potentiel et nous, avec notre pensée, nous allons attirer un potentiel et ce potentiel va créer la situation que nous allons vivre. Le deuxième précepte est « Il n'y a pas de limite ». Cela signifie que l'univers, c'est l'abondance. Il n'y a pas de limite à notre création. La seule limite à notre création, ce sont nos propres croyances, nos propres valeurs qui vont donner des limites. Ce n'est pas l'univers qui nous donne des limites, c'est nous. L'esprit humain est le seul à pouvoir créer des limites, mais aussi à faire fondre ces barrières. Le troisième précepte est « L'énergie va où l'attention se porte ». Dès que l'on porte notre attention sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une pensée, eh bien l'énergie arrive. Il est important de considérer que si nous avons des pensées positives sur nous ou sur quelqu'un, eh bien l'énergie arrive sur nous ou sur ce quelqu'un et elle va nourrir et développer cette pensée positive. Mais si nous pensons négativement à quelqu'un ou sur nous-mêmes, l'énergie arrive et elle va nourrir cette pensée négative sur vous et sur l'autre. C'est pour ça que quand on se révolte contre quelque chose, quand on manifeste contre quelque chose, nous sommes en train de nourrir ce quelque chose contre lequel on se bat. Plus on pense à quelque chose que l'on ne veut pas, plus on l'attire dans notre vie. C'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants aux pensées que nous émettons, que ce soit sur nous ou que ce soit sur les autres. Le quatrième précepte est « Le moment du pouvoir est maintenant ». C'est extraordinairement important. Le moment du pouvoir, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Notre vrai pouvoir réside dans le présent. Nous ne pouvons pas agir dans le futur ou dans le passé. Nous ne pouvons qu'agir dans le présent. Notre seul pouvoir réel réside dans l'instant présent. C'est là où nous pouvons acquérir des informations, mais c'est là aussi que nous pouvons construire. C'est là où nous pouvons faire des actions. C'est là où nous pouvons planter des petites graines qui vont préparer notre avenir. Nous posons des graines par nos pensées, par nos actions. L'action est importante parce que si nous voulons changer des choses dans notre vie, c'est maintenant. C'est pas dans le futur, c'est pas dans le passé. Profitons de ce moment présent pour prendre des décisions, pour faire des actions qui vont nous permettre de construire la vie que nous avons envie de mener. Le précepte suivant est magnifique. C'est « aimer, c'est être satisfait ». L'amour est quelque chose d'extraordinaire.
C'est ce pourquoi nous sommes venus expérimenter sur cette terre. L'amour est très important pour notre évolution. Quand nous tournons cet amour vers nous, cela nous fait un bien fou. C'est important de s'aimer, car si l'on ne s'aime pas, nous aurons du mal à aimer l'autre. Quand nous sommes dans l'amour pour nous-mêmes et quand nous sommes en train d'aimer quelqu'un, nous sommes dans notre plénitude, nous sommes bien. Quand nous recevons l'amour des autres, ça nous fait un bien immense et nous sommes en plein épanouissement. Nous ne sommes pas faits pour souffrir, nous sommes faits pour être dans l'amour. Le 6e précepte est « Tout pouvoir vient de l'intérieur ». Cela signifie qu'il nous faut arrêter d'attendre des autres que les choses arrivent pour nous et nous fassent avancer. Je vois plein de personnes passives qui sont là à attendre que tel ou tel événement soit apporté par la vie. Il y en a beaucoup qui attendent même toute leur vie et qu'à la fin de leur vie, ils n'auront pas avancé d'1 mètre parce qu'ils attendaient toujours des autres. Notre pouvoir est en nous. Le sachant, nous ne sommes plus une victime. Nous ne sommes plus en train d'attendre la décision du patron, de notre conjoint ou conjointe ou des autres pour que notre vie avance. Notre pouvoir est à l'intérieur de nous. Le dernier précepte est « L'efficacité est la mesure de la vérité ». En mettant en place les 6 précédents concepts, nous nous replaçons sur notre route, sur notre chemin. Nous vibrons l'amour, nous répondons à nos aspirations. À partir de là, nous remarquerons que tout glisse, tout se passe bien, tout est efficace. Des opportunités s'ouvrent, des rendez-vous arrivent, des événements que nous ne pensions pas arriver vont se développer d'un seul coup. Tout arrive, tout se place. Mais si à l'inverse nous remarquons qu'il y a du retard, des blocages, des interdits ou autres, cela signifiera, dans ce cas, que le chemin que nous avons pris n'est pas tout à fait bon, qu'il faudra emprunter un autre chemin en parallèle, différent. Voilà la signification de ce précepte, être vigilant aux signes qui se présentent dans notre vie. Inscrivons ces préceptes dans notre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, portons notre attention sur nos pensées, nos paroles, nos actes et nos émotions. Nous arrivons au seuil de la dernière porte à ouvrir, la dernière porte de l'année, celle de l'équinoxe d'automne. Ce moment de l'année où la durée du jour, le soleil, et celle de la nuit, la lune, sont parfaitement égales, c'est un moment privilégié d'équilibre et d'harmonisation. En d'autres termes, il est dorénavant primordial que nos actes, même le plus minime soit-il, soient en totale cohérence avec nos pensées, nos paroles et nos émotions. Et comme pour appuyer sur l'importance de ce message, tel un bouquet de fleurs que nous offre l'univers, comme pour nous féliciter de ce travail individuel et collectif que nous faisons actuellement, nous remarquons une opposition exacte entre un Mercure très fort car en domicile dans le signe de la Vierge et une Neptune puissante, elle-même en domicile dans le signe des Poissons. Tous deux sont situés à 12 degrés de leurs signes respectifs et faisant référence à la lame du pendu. Ces 2 planètes, l'une dans le 6e signe, l'autre dans le 12e signe, se font face dans les maisons 6 et 12 et nous rappellent l'inversion du pendu. Le temps d'inverser notre angle de vue est maintenant venu. N'oublions pas que ces 2 maisons sont les plus mutables, comme le sont les signes auxquels elles se rapportent, d'un côté la Vierge et de l'autre les Poissons. Ce sont les maisons et les signes les plus transformables, les plus ouvertes à la sublimation et qui mettent en rapport le limité et l'illimité, le visible et l'invisible. Mais cette mutation peut tout aussi bien fabriquer des médecins que des malades. Il y a donc un équilibre, une balance à trouver entre ces 2 secteurs se répondant l'un à l'autre de façon subtile, comme nous le suggèrent les Poissons, 12e signe en maison 6, et la Vierge, 6e signe en maison 12. Ainsi, nous avançons vers l'automne avec pour seul bagage le désir pour certains, l'obligation pour d'autres, de se purifier et de s'améliorer.
L'idéal que propose ce nouveau cycle lunaire est une dissolution des nœuds et autres tensions psychiques présentes dans le subconscient, de manière à ce que nos corps subtils et énergétiques résonnent avec la vie réelle. L'opposition exacte entre Mercure en Vierge et Neptune en Poisson reflète des conflits entre les nécessités quotidiennes de notre existence et les aspirations, les idéaux, le futur, l'inconnu, les mystères de la vie. La Vierge aspire à la sécurité matérielle, telle une fourmi, tandis que les Poissons se consacrent aux richesses de l'esprit, de l'âme, et se contentent de peu, la cigale. Ce mois-ci, nous devons tenter de retrouver confiance en nous, en nos capacités réelles et non imaginaires, de prendre position dans nos choix et de nous investir à fond dans ce qui nous semble valable et possible à réaliser. Écouter ces intuitions au lieu de les rejeter et ne plus nous torturer l'esprit avec des doutes, des questions, des hésitations, le souci d'être parfait. Ce que suggère d'ailleurs l'inversion du pendu. La parfaite verticalité de son corps est tout de même étonnante car, n'étant tenu que par un pied, son corps devrait normalement obliquer. Le pendu a donc trouvé un juste équilibre dans la difficile situation à laquelle il est soumis. Tout comme lui, ce nouveau cycle lunaire nous donnera l'opportunité de nous aligner avec qui nous sommes. La conjonction Mercure-Mars va apporter un soutien efficace à ceux qui sont désireux de progresser, d'expérimenter la connaissance de soi et ainsi retrouver leur chemin ou donner du sens à leur vie. Alors cette période ne sera pas empreinte de légèreté, mais elle peut offrir à chacun le potentiel d'aller au fond des problématiques, de les disséquer et enfin trouver des solutions. C'est le message de cette nouvelle lune en Vierge, durant laquelle les caractéristiques de la Vierge seront mises en valeur. Le Soleil, la Lune, l'ascendant pour la France, Mercure, Mars et Vénus à partir du 30 se trouvent dans ce signe. Comme une boussole, la danse des astres nous mène à l'évidence. Nous devons observer, comprendre et agir. L'opposition de Neptune face à toutes nos planètes personnelles nécessite de fouiller les mobiles secrets qui se tiennent derrière nos actes et nos décisions, de surveiller nos tendances au commérage, médisance et autres dénigrements, d'être particulièrement attentif à nos paroles et à nos actions, d'observer ces détours sinueux qu'adoptent nos pensées, de ne pas se laisser piéger par la sentimentalité, les illusions ou les croyances, d'éviter de mentir ou de nous mentir, de dissimuler, de tromper, de manipuler. On doit par ailleurs user de l'énergie positive de cet aspect pour se guérir soi-même et pour guérir les autres, pour rétablir l'ordre, la clarté et le discernement en soi-même. Nous sommes véritablement en route vers un fabuleux voyage initiatique. Et c'est d'ailleurs l'alliance très harmonieuse entre Mercure et Pluton qui se forme le 22 lors de l'équinoxe d'automne qui nous invitera à poursuivre ce périple lié au sens de notre existence. Ce que j'aime dans le mot sens, c'est la multiplicité de ses définitions. Quand on parle de trouver un sens à sa vie, que veut-on dire alors ? Est-ce la recherche d'une signification particulière à ce que l'on vit ? Est-ce l'identification d'une direction à sa vie ? Est-ce qu'il s'agit plutôt de faire émerger ses connaissances intuitives ? Est-ce enfin une invitation à se connecter à nos interfaces avec la réalité extérieure ? Eh bien, je crois que c'est un peu tout ça à la fois. C'est pratiquer une sorte de vision lucide sur nous-mêmes, se regarder fonctionner et dysfonctionner. À travers quelles lunettes regardons-nous le monde ? En écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à ce magnifique film documentaire en quête de sens et que j'ai vécu comme un détonateur. Celui de vouloir, moi aussi, à ma petite échelle, construire le monde de demain et par effet de résonance trouver ma place dans l'univers. Et c'est aussi le message que véhicule la lettre hébraïque Lamed qui est reliée au pendu. Cette 12e lettre nous parle d'enseigner,
instruire, révéler et donner un exemple utile pour le futur, même au prix d'un sacrifice, à comprendre par rendre sacré. Se sacrifier pour l'autre signifie le rendre sacré et lui permettre ainsi de se connecter à sa divinité intérieure, son âme. La Mède, dont le symbole est l'aiguillon, signifie donc apprendre par l'expérience. Cette lettre implique un but vers lequel on doit aller, mais indique aussi la transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. Le fait que la Mède désigne l'étude et l'aiguillon nous enseigne que l'étude doit être suivie d'actes, montrant que ce que l'on a appris n'est pas une simple théorie sans fondement. L'expérience, l'expérimentation pour libérer de la stagnation, du non-espoir, de la peur qui paralyse. Le glyphe de la Mède m'évoque celui de Saturne, le père, l'enseignant, le tuteur, celui qui nous aide à nous insérer dans le collectif. Le 14 septembre dernier, le Soleil a formé un aspect dissonant avec Saturne et quelques jours plus tard, le 19, c'est la Lune qui prend le relais et nous en ressentons aujourd'hui encore les effets de cet aspect, à savoir un profond découragement, un manque d'énergie et de volonté. On a l'impression de vivre dans un monde cruel et injuste. Saturne nous demande donc des efforts personnels. Il demande que nous affirmions notre personnalité et que nous prenions nos responsabilités quant à notre réalisation personnelle. Il n'est plus temps de se plaindre, de protester ou de se révolter. Saturne est comme un juge à l'intérieur de nous qui exige respect et dignité. Saturne est notre éducateur. Des efforts à faire amplifiés par le quinconce exact que forment les luminaires à Uranus en Bélier lors de cette nouvelle lune. Nos situations solliciteront des prises de conscience et de position. Il conviendra de ne pas s'installer dans une logique de victime, mais plutôt de chercher les moyens de réagir pour gérer au mieux ce qui arrive, ou tout au moins pour en tirer un enseignement utile au devenir et à l'évolution. Cet aspect est représentatif de la mise en lumière des changements nécessaires à faire en nous pour améliorer les choses dans nos vies et aller vers l'évolution. Si ce quinconce est vécu comme une opposition, il ne débouchera sur aucune décision ou action concrète pour promouvoir le changement et la réussite espérée. Cette configuration concerne tout le monde, mais différemment d'un thème à l'autre, bien entendu. Assumons donc nos responsabilités dans les domaines où les changements sont attendus pour qu'ils soient favorables et créateurs de réussite et d'épanouissement. À l'inverse, le changement interviendra malgré nous et il ne nous restera plus qu'à le déplorer. Et tout comme les énergies de cette nouvelle lune, la Mède demande d'avancer dans le désert et d'y gravir même une montagne sans avoir une vue d'ensemble pour le moment. Comme le chemin de Compostelle, marcher et être sur le chemin, dans l'instant présent, sans but ni objectif précis. Cette étape présage toute une démarche de lâcher prise et de détachement, car ce n'est que rendu là-haut que la beauté s'exprime et que tous les désirs se manifestent réellement, et cela sans attente. Cette 12e lettre hébraïque est en analogie avec le signe de la Balance. La Lune entrera dans le signe de la Balance quelques heures seulement après sa conjonction exacte avec le Soleil, soit le 20 septembre à 12h06. Ce transit de 2 jours en Balance va être propice à la signature d'un contrat ou à une quelconque formalisation d'un engagement mutuel, notamment pour les signes d'air et de feu. Elle rejoindra Jupiter 2 jours plus tard, le 22. Cet aspect, appuyé de l'opposition qu'il forme avec Uranus, pourra nous pousser à tout transformer dans les domaines qui ne nous conviennent plus. Le Soleil, lui, entrera en Balance le 22 à 22h02. C'est l'équinoxe d'automne, la fête des moissons. Ce passage marque un espace-temps d'équilibre entre l'agitation de l'été et la torpeur de l'hiver. Le Soleil, la lumière, en parfaite égalité avec la Lune, l'ombre, l'obscurité, s'apprête à passer le relais à la Lune.
La lumière et les énergies descendent doucement et permettent l'accroissement de l'ombre. Dans la culture païenne, c'est la célébration de Mabon ou Alban el-Fed. C'est un temps de fête, s'amuser pour devenir capable de trouver du positif dans chacune de nos expériences. Ce jour ouvre le monde des vivants au monde des morts. Nous sommes au seuil de cette porte. L'équinoxe d'automne est associé à l'ouest, là où finit le jour, mais aussi la vie pour les Celtes, car c'est au-delà de la mer qu'il situait le séjour des âmes défuntes. Par cette fête, nous acceptons en nous notre lumière spirituelle sans renier notre aspect destructeur pour nous-mêmes et pour les autres. Une invitation à concilier toutes les facettes de notre être. L'équinoxe d'automne est une période de réflexion et d'intériorisation. Il y a un bilan à faire. Ce bilan est symbolisé par le premier signe de l'automne, la balance, qui marque le point du juste milieu autour duquel tout oscille. Cette période où le jour et la nuit s'équilibrent témoigne du balancement entre un automne extérieur et l'aurore d'un printemps intérieur. La nature entre en sommeil. L'être humain doit aller à l'essentiel pour éviter les déperditions inutiles d'énergie. Il doit passer de l'avoir à l'être et sacrifier tout ce qui n'est pas indispensable au maintien de la vie. Chacun de nous prépare alors son sol pour abriter les graines reçues. Il est de notre responsabilité de faire fructifier les graines que nous avons reçues. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Je souhaiterais pour conclure partager avec vous un texte merveilleux de Caroline Gauthier et qui est arrivé devant mes yeux alors même que je préparais ce nouveau rendez-vous lunaire. Il est intitulé « Elle » et a su pour ma part me donner des ailes. Puisse-t-il aussi vous faire vibrer. Elle achetait des livres qui lui parlaient de spiritualité, d'unité, d'émotions positives, de lumière et d'amour inconditionnel. Elle essayait de toutes ses forces d'être parfaite et de l'atteindre ce ciel que ses récits décrivaient. Elle essayait de gommer ses ombres pour atteindre cette lumière. Elle essayait d'être joyeuse alors qu'elle était souvent triste. Elle essayait d'être linéaire alors que tout en elle n'était que chaos et tsunami. Elle essayait d'être calme alors qu'elle sentait la tempête. Elle tentait de répondre à ce que ses sages écrivaient. Mais plus elle lisait, plus elle essayait et plus elle échouait. Elle restait immuablement humaine et duale, avec ses émotions paradoxales. Elle était à l'inverse de tout ce qui était écrit et s'écroulait donc accablée et accroupie. Pourquoi donc n'était-elle pas parfaite comme tous ces gens qui savaient, qui étaient des êtres illuminés et éveillés? Épuisée, elle alla se coucher et se mit à rêver. En songe, elle vit une grande salle. D'un côté des hommes cravatés et même certains sages, de l'autre des musiciens, chanteurs et poètes délurés dans un vaste bordel coloré. Les cravatés, ne pouvant tolérer une telle pagaille, partirent sur le champ, et il ne restait dans cette salle que tous ces gens étonnants. Surprise, au réveil, elle comprit. Elle mit de côté tous ses livres et décida de vivre. Elle accepta alors toute son humanité, ses sautes d'humeur et son cœur parfois fermé. Elle accepta toutes ses parts et sa dualité. Et grâce à cela, elle trouva enfin son unité. Son cœur s'ouvrit alors en corolle, car elle ne jouait plus aucun rôle. Pour une fois, elle s'aimait, même si rien n'était parfait. Elle aimait même tout ce qu'elle avait tant cherché à masquer toutes ces années. Elle arrêta donc de se faire violence et entra dans sa propre danse. Elle n'écouta plus les savants, mais son élan vibrant. Elle devint une femme sauvage, capable parfois d'être en rage. Elle pouvait pleurer, car elle en connaissait la beauté. Elle accepta sa nature de femme cyclique et devint magnifique. Elle comprit que tout ce qui vivait en elle était divin, et la lumière vint enfin. Elle ne cherchait plus la perfection linéaire, car elle sentait qu'elle était comme le mouvement de la terre. Elle dansait, chantait,
et riait maintenant dans sa nature paradoxale et cyclique. Et tout en elle était apaisé, car il n'y avait plus besoin de chercher, juste sentir la brise des étoiles sur sa peau et écouter le cantique des oiseaux. Elle était maintenant l'océan qui voyait ses vagues, elle était la conscience qui vivait ses émotions, elle était le divin qui vivait dans son corps humain, elle était l'espace infini qui vivait le temps fini, elle était le calme qui regardait ses tempêtes, elle était l'unité qui vivait sa dualité. Tout en elle s'était réuni et elle vivait sa vie.